Les générations s'en vont, d'autres viennent. Les différentes cultures qui existent selon les régions demeurent. Et Culture 7 se fait le plaisir de les mettre en valeur. À votre compteur, voici donc le sommaire pour ce numéro. Le temps d'un festival, Bamako rêve d'une renaissance culturelle. Après 3 ans passés au Canada, Eric Ofori retourne au Ghana pour devenir chef tribal. En Thaïlande, l'opéra chinois revit à l'approche du Nouvel An. Fourrure, masques et cloches au festival bulgare de Surva. Dans les montagnes d'Akakus en Libye, les peintures antiques sont menacées. Tsuji est la pension beaujolaise des futurs grands chefs japonais. Pour perdre du poids, une technique, mettez du beurre dans votre café. 40 heures de mix non-stop en radio au plaisir des auditeurs, une prouesse réalisée par DJ Fléau dans la capitale gabonaise. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu. C'est ça exactement Culture 7 le Mag. Nous irons au Mali, où le temps d'un festival, Bamako rêve d'une renaissance culturelle. Après 3 ans au Canada, il retourne au Ghana pour devenir chef tribal. Lui, c'est Eric Ofori. Regardez ces images juste derrière. Culture 7 se poursuit. C'est du 27 au 23 janvier 2015 que s'est tenu le festival dénommé Festival Acoustique de Bamako, dont la capitale malienne sous l'initiative du célèbre Toumani Diabaté, qui s'est entouré d'artistes maliens, acteurs culturels et de la collaboration du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, de l'Institut français du Mali et de l'ambassade du Royaume-Uni au Mali. Un événement de grande envergure qui a fait vibrer le Mali au rythme du son sur des concerts qui ont vu la participation d'invités internationaux et bien d'autres, tels que le groupe Songoy Blues qui a vécu là des moments exceptionnels. Songoy Blues est né à Bamako précisément, au Mali, après la crise de 2012, lorsque les djihadistes ont envahi le nord du Mali. Donc cela a contraint mes camarades à fuir vers le sud. Donc ils sont venus me trouver ici, on s'est croisés dans un cabaret pour assister à des amis, donc on a échangé un peu. Donc l'idée est venue de créer le groupe. Pour nous c'était un moyen de résister. L'objectif du festival est pour son initiateur Toumani Diabaté de réunir les interprètes du riche patrimoine instrumental du Mali, Kora, Ngoni, Balafon, Tamen, Calebasse, Voix et bien d'autres, avec des musiciens du monde entier liés à toute la variété traditionnelle et moderne. Le groupe Songoy Blues participe largement à cette volonté de faire. Jouer à Bamako, là où nous sommes, ça nous réconforte, ça nous donne de l'espoir. Vous savez, le Mali ne peut rien sans sa culture, sans sa musique. Le pays étant marqué par la crise de 2012, les artistes gardent l'espoir des lendemains meilleurs. On rêve quand même de pouvoir retourner un jour chez nous, animer le peuple maîtrise. Ça fait partie de nos objectifs, qu'il y ait quand même une stabilité dans cette zone. Le Festival acoustique de Bamako se veut être une plateforme promotionnelle de la culture malienne à travers la musique et les rencontres culturelles afin de redynamiser les industries créatives et renforcer la cohésion sociale. C'est très important pour moi et pour nous en fait de faire bouger la culture malienne. Vous savez, le Mali est le pays, le cœur de la culture en Afrique. Et le Mali, c'est aussi l'un des pays les plus importants de la culture dans le monde aujourd'hui. Alors, c'est important que nous défendons notre culture, que nous essayons de bouger avec, bien sûr, nos amis qui ont bien voulu faire le déplacement. Ce n'est qu'un début et nous continuerons à le faire. Il y a 3 ans, Eric Manou a quitté le Ghana pour le Canada où il a fondé une famille. Il est désormais de retour dans son pays, rappelé par les siens pour devenir chef de sa tribu, les Akans. Constituant un groupe de peuples installés principalement dans le sud du Ghana, les anciens estiment que les Akans sont l'une des ethnies qui, en Afrique de l'Ouest, ont mis en place et organisé une civilisation digne de respect. De ce fait, pour en être le chef, cela acquiert une très grande maturité d'esprit, de sagesse et de responsabilité dans une société gangrénée par la corruption. La communauté peut avoir des dirigeants de transition, mais à cause du système, il peut y avoir de la corruption. Les gens en ont assez.
Ils veulent s'en débarrasser. Ils veulent le changement. Pour moi, pour rentrer dans le système, la règle numéro 1, c'est la responsabilité et la règle numéro 2, la transparence. Il faut que je sois fidèle à mes sujets. Avec pour objectif de protéger au maximum le patrimoine culturel et les terres de la communauté, il faudra réfléchir à deux fois sur la manière dont ils pourront être exploités avant tout, non pas par n'importe lequel investisseur. Si nous ne sommes pas patients, nous allons attirer les mauvaises personnes pour investir sur nos terres. Mais avec de la patience, nous aurons les bonnes personnes qui investiront dans notre communauté pour que nos communautés en profitent, pour que nos terres ne soient pas utilisées à mauvais escient. Sur la voie de la chefferie, Eric devra donc s'attendre pour le moins à répondre à de nombreuses attentes de sa communauté qu'il aura choisie à la tête des Akans. Nous avons des attentes. Nous avons besoin d'une bibliothèque, d'un centre informatique, d'une école primaire et d'un lycée méthodiste. Nous souhaitons sa venue. Il va nous aider à installer des infrastructures dans notre communauté. Le peuple Akan garde un véritable espoir en la personne d'Eric dans les différentes tâches qui lui seront désormais soumises et à être effectuées en toute transparence. Notre village n'a pas eu de leader pendant trop longtemps. Il n'y a pas eu de gouvernance efficace depuis que notre ancien chef a abdiqué il y a 5 ans. Nous sommes heureux que les sages aient choisi Ofori pour devenir notre nouveau chef. Tout un honneur pour lui de gouverner à la tête de sa communauté, lui qui n'avait jamais pensé un jour que cela puisse lui arriver. Eric n'en revient pas. C'est premièrement une bénédiction. Deuxièmement, un grand changement dans ma vie. Troisièmement, le choc de ma vie. Et quatrièmement, je me sens triste. It's a shock simply because I never ever thought a day may come. C'est un choc simplement parce que je n'ai jamais pensé que ce jour viendrait. Que je serais habillé de cette façon, que je serais reconnu de cette manière, même si j'ai été choisi comme chef ou leader d'une communauté ou d'une ville. Of a community or a town. À Libreville au Gabon, 40 heures de mix non-stop en direct à la radio. Voici donc le défi que le DJ gabonais Fléau a tenu à réaliser. Une expérience nouvelle en Afrique centrale au plaisir des auditeurs librevilloises. Un disque jockey, DJ ou encore platiniste est une personne qui sélectionne et diffuse de la musique à destination d'un public, que ce soit pour une émission radiophonique, dans une discothèque ou à l'occasion d'une soirée spécifique. Une définition qui nous amène à la rencontre de DJ Fléau, l'un des géants du mix à Libreville, la capitale gabonaise. C'est donc dans les locaux de la radio Urban FM, une station très prisée par la jeunesse, que l'artiste Fléau a bien voulu, à son gré, relever ce défi, celui de réaliser 40 heures de mix non-stop, en touchant presque toutes les tendances musicales. Là, j'ai commencé à 10h, il est 15h moins. J'ai touché, j'ai passé du rock, j'ai passé de la funk, j'ai passé de la pop, j'ai passé du hip-hop, j'ai passé du R&B. Je touche un peu de tout, j'essaie de faire des petites séquences d'un peu de tout, de ne pas rester, de m'étendre sur la longueur sur un seul style de musique. Plutôt relax et confiant, dans une atmosphère propice au mixage, 40 heures de mix est une expérience nouvelle jamais réalisée en Afrique centrale et en direct sur les ondes d'une radio. L'artiste a-t-il le temps de se rafraîchir et de répondre à un besoin? Non, si je mange sur place. Si je dois boire, je bois sur place. Mais
Je peux pas faire une pause, et sinon ça chamboule le challenge en fait. Si DJ Fléau, comme il se fait appeler, est passionné de mix et de musique, l'artiste gardait en lui cette envie de tester ses prouesses artistiques sur un défi démesuré pour le plus grand plaisir des auditeurs. En Afrique centrale, pas que je sache. En Afrique en général, je sais qu'en Afrique du Sud, il y a Black Coffee qui l'a fait, Black Coffee, qui est un DJ sud-africain. Et après en Europe, aux États-Unis, je sais que ça se fait pas mal quoi. Merci DJ. Donc voilà, un peu pour tester ses capacités, un peu pour tester. En fait, tout c'est la volonté, ça se passe surtout au niveau de la volonté. Donc ça s'est jamais fait au Gabon. Je me suis dit bon, pourquoi pas, je me lance aussi un défi personnel. Et voilà quoi. Pour quelques responsables de la radio, les retours sont plutôt positifs. Les auditeurs qui ont trouvé en cette expérience la satisfaction de n'avoir que du mix et du non-stop en ont le souffle coupé. Et depuis le matin, ça n'arrête pas en fait, les gens n'arrêtent pas de texter. Je lisais un texte très drôle tout à l'heure, quelqu'un disait « Je suis dans mon bureau, j'ai mes écouteurs aux oreilles, mais mes collègues me demandent pourquoi je souris tout le temps. » Et je leur dis juste « Vous pouvez pas comprendre. » C'est l'ambiance en fait qui prévaut en ce moment chez nos auditeurs et on est super contents qu'ils ressentent ça. Pour une radio qui a réussi à s'imposer et se forger une notoriété, une telle initiative confirme sa place de leader dans le concept jeunesse. 40 heures de mix avec DJ Fléau, une idée. Il y a DJ Fléau qui nous avait parlé du concept depuis plus d'un mois. Il avait dit que c'est quelqu'un déjà qu'on a souvent sollicité parce qu'on fait des événements et qui a souvent travaillé avec nous. On s'est dit de partir sur un challenge parce que ça devait être intéressant pour nous et pour l'histoire de notre radio. 5 ans après, on se lance dans un challenge qui peut rester gravé dans l'histoire de la musique urbaine au Gabon. Et voilà comment on a accepté de partir pour le 40-40 avec DJ Fléau. Dans les montagnes libyennes, des peintures antiques sont menacées. Une situation qui ne joue pas en faveur du site d'Akakus. Regardez. Un site archéologique préhistorique libyen situé dans les montagnes d'Akakus, particulièrement connu pour ses peintures rupestres présentant hommes et animaux, attire depuis longtemps de nombreux touristes, mais ces œuvres d'art ont perdu leur lustre d'antan en raison d'actes de vandalisme et de pratiques irréfléchies. Une famille vivait dans cette grotte il y a environ 20 ans, ou même plus. C'était aussi leur cuisine parce qu'ils n'avaient aucune idée de l'importance de ce site. Ils allumaient des feux ici et la fumée qui se dégageait a nuit aux peintures. Des figures datées de 12 000 ans avant Jésus-Christ à 100 ans après, elles représentent des girafes, éléphants, autruches, chameaux, hommes et chevaux. Des figures humaines sont dessinées dans ce qui semble être des scènes de la vie quotidienne. Danse, chant. Elles nous interrogent sur les changements culturels, écologiques et climatiques qui ont affecté cette zone. Ces peintures de l'âge préhistorique sont considérées comme les plus importantes du genre en Akakus. Mais à la fin des années 90 et au début des années 2000, des touristes et même des guides touristiques ont causé du tort à ces peintures en les arrosant avec de l'eau afin de faire ressortir les couleurs pour les photos souvenirs. La destruction de ce patrimoine culturel cause du tort au site. En avril 2014, par exemple, des djihadistes et salafistes s'en prennent aux peintures, les effaçant à l'aide de détergents et martelant les représentations. De moins en moins fréquenté aujourd'hui, Akakus est abandonné à soi-même avec presque plus de visites. On conduisait des touristes à ce site pour observer ces peintures. Ils venaient en voiture, à pied ou à dos de chameau. Mais depuis que ces peintures ont été vandalisées en 2008, les touristes n'ont plus grand-chose à voir ici.
C'est parti pour un autre voyage. L'opéra chinois, pourtant populaire chez la minorité chinoise de Thaïlande, peine à trouver son public, concurrencé par des spectacles plus modernes. Fourrure, masques et cloches au festival bulgare de Surva, un événement annuel qui présente un folklore plutôt original. Regardez. Un empereur parti à la guerre et 2 concubines jalouses restées au palais. Un classique de l'opéra chinois. Depuis des siècles, des troupes comme celle-ci se produisent à travers la Thaïlande où 14% de la population est d'origine chinoise. Il y aurait encore une vingtaine de compagnies actives. De nos jours, c'est difficile de trouver des opéras chinois. Le public aime notre maquillage et la façon dont on s'habille, qui sont très différents de l'opéra traditionnel thaïlandais. Au début, je ne comprenais pas de quoi parlait la pièce, mais j'aimais bien. Ils ont de beaux maquillages, donc j'ai voulu jouer aussi. Et puis ça me donne la chance de voyager dans toutes les régions du pays. Pendant les 4 heures de spectacle, les rôles se confondent. Les acteurs deviennent machinistes l'espace d'un instant. C'est le violoniste qui dirige la troupe, fondée il y a 40 ans par ses parents. C'est une vie difficile parce qu'on ne rentre quasiment jamais à la maison. On se produit toute l'année sans arrêt. Aujourd'hui, cet art ancestral perd du terrain face aux divertissements plus modernes, mais pas seulement. Il y a de moins en moins de Chinois qui connaissent la langue écrite qui est parlée lors du spectacle. C'est plus compliqué à comprendre que le chinois populaire. Les représentations sont aussi considérées comme des offrandes religieuses. Dans un pays très spirituel, l'opéra chinois est plus qu'un spectacle. Des milliers de danseurs en costume de fourrure, portant des masques et de grosses cloches, participent au festival annuel de Surva à Pernik, dans l'ouest de la Bulgarie. Un événement qui a lieu le dernier week-end de janvier afin d'apporter santé et prospérité et de chasser les mauvais esprits de la ville. Nous sommes venus participer au festival de Pernik pour chasser toutes les mauvaises choses et souhaiter à tout le monde une année pleine de santé et de riches récoltes. Le festival de Surva émerge d'une tradition issue des villages de l'ouest de la Bulgarie pour fêter le début de l'année avec un bal masqué. Nombreux y prennent part car l'événement constitue à la fois un divertissement mais aussi une tradition à laquelle on ne pourrait déroger. C'est une tradition bulgare unique qui devrait se populariser à travers ce festival et l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité pour que plus de gens puissent le connaître. Carnaval spectaculaire, attrayant qui suscite de la curiosité, les traditions bulgares s'accompagnent d'un folklore riche en intensité. Tout se comporte est très lourd. Les participants ordinaires qui viennent regarder se demandent comment on fait pour se déplacer. Et puis, il y a l'émotion que crée le bruit, le mouvement des cloches. Cela rend nos traditions différentes des autres carnavals. Au bout d'une route perdue au milieu des vignes du Beaujolais, un panneau japonais aussi incongru qu'inattendu indique l'école Tsuji, là où la crème des futurs chefs japonais vient se former à la cuisine française. Pour perdre du poids, mettez du beurre dans votre café. Perdre du poids et retrouver son énergie, c'est la promesse de nombreux régimes en Californie. Une nouvelle tendance commence à faire parler d'elle, le régime
Bulletproof. Le secret de ce nouveau régime, consommer tous les matins un café mélangé avec du beurre. Regardez. En plein cœur du Beaujolais, des apprentis cuisiniers travaillent les meilleurs produits de la gastronomie française. Pour suivre, une lotte, un rouget, 2 bœufs. Pavés de bœuf charolais fumé ou marbrés de foie gras, des recettes 100% françaises pour des étudiants qui sont tous japonais et ont 5 mois pour maîtriser à la perfection des centaines de techniques culinaires. Un apprentissage qui commence avant tout par le goût. Le sel, ils ne connaissent pas. Chez eux, c'est la sauce soja. Donc il faut les former à tout ça, au goût, à l'acidité qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Et la mer aussi, ils connaissent un peu, mais un peu moins. Donc il y a beaucoup de choses à leur apprendre. Dressage, service et envoi des plats dans la langue de Molière avec plus ou moins de facilité. Une lotte, un rouget, 2 bœufs. Ça va sur le prêt. Les étudiants passent en revue les secrets de la cuisine française très prisée au Japon. 25 000 € pour 5 mois de cours et 5 mois de stage, la formation assure aux jeunes chefs une place de choix à leur retour à la maison. Pourtant, ils sont nombreux à ne pas vouloir rentrer. Je vais d'abord rentrer au Japon chercher du travail. Et je ne souhaite revenir ici qu'une fois que je me serai fait la main. Je pense qu'après ça, j'aurai une meilleure idée de quel chef et de quel type de cuisine j'apprécie. Alors, je pourrai trouver un but, un chef pour qui travailler et revenir en France. Dans ce restaurant-pâtisserie lyonnais, le chef est japonais comme toute sa brigade. Bûche de Noël au thé vert ou crumble à la poudre de soja. Côté cuisine, cela donne un savant mélange de saveurs. Notre spécialité, ce sont les gâteaux qui utilisent les ingrédients qui n'existent pas ici en pâtisserie, comme le thé vert, le sésame ou le miso. Et même si tous ne choisissent pas cette mixité des goûts, les étudiants de l'école Tsuji ont de beaux jours devant eux dans l'Hexagone. En 2015, 21 restaurants tenus par des chefs nippons ont décroché une étoile au guide Michelin. Dans une autre vie, Dave Asprey était presque obèse et commençait à avoir du mal à se déplacer. Aujourd'hui, cet informaticien qui a fait fortune dans la Silicon Valley a perdu ses kilos en trop, il dort mieux, a plus d'énergie et affirme avoir gagné plus de 20 points de quotient intellectuel. Le secret, chaque matin, il ajoute à son café du beurre et une huile naturelle à base de noix de coco. J'adore ça. C'est parfait. Inspiré du thé au beurre de yak consommé dans l'Himalaya, la préparation donnerait au corps tout le gras dont il a besoin pour bien commencer sa journée. Le but, c'est de vous donner un maximum d'énergie pour que vous vous sentiez bien tout le temps. Un effet secondaire quand on se sent bien, c'est que notre métabolisme marche mieux et donc vous n'avez plus ces envies de grignoter. Vous n'êtes plus constamment à chercher quelque chose à vous mettre sous la dent. Quand ces envies disparaissent, vous arrêtez de manger toutes ces choses qui font grossir. Parti d'un site web et d'un podcast à succès, le régime Bulletproof a désormais un café-restaurant dédié à Santa Monica. Justin est un client conquis. Moi et ma femme, on travaille dans des salles de sport. On essaye toujours de trouver des moyens de prendre soin de notre corps. On faisait déjà notre propre préparation le matin avec du café et des matières grasses. Mais quand on a vu le beurre, on a trouvé ça cool et on a voulu tout de suite essayer. Au-delà du café, des huiles et des suppléments, le régime fournit également une liste de recettes. Le livre est un best-seller, mais cette nutritionniste reste sceptique devant ce régime et sa potion magique. Il s'agit encore une fois d'un livre qui promet que vous allez perdre du poids et vous sentir super bien si vous éliminez ceci ou si vous rajoutez cela. Vitalité, énergie mentale, les gens sont attirés par ces promesses et au début ça marche sûrement. Mais sur le long terme, c'est dur de s'y tenir. Souvent ça coûte cher et donc les gens reprennent leurs mauvaises habitudes et ils reprennent leurs kilos jusqu'au prochain livre qui sort. Si les données scientifiques ne sont pas encore forcément au rendez-vous, le régime Bulletproof commence à faire de plus en plus parler de lui. Et pour répondre à la demande, son fondateur prévoit d'ailleurs d'ouvrir bientôt de nouvelles boutiques sur la côte ouest
véritable laboratoire des nouvelles tendances alimentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce numéro s'achève. Merci d'être aussi nombreux à regarder ce programme Culture 7 le Mag. Restez en compagnie des programmes de la chaîne panafricaine. Surtout ne zappez pas Culture 7 le Mag. À très bientôt.